Bien, il est 18 h, je vous remercie à toutes et à tous d'être venus à ce conseil municipal du 9 novembre. Nous allons vérifier le quorum et la présentation des pouvoirs. Monsieur Régis Ségouy a donné procuration à Madame Lise Fournier et Madame Agnès Villa a donné procuration à Monsieur Jean-Pierre Martinez. En application des articles L 21-21-15 du Code général des collectivités territoriales, des auxiliaires sont désignés pour le secrétariat de cette réunion en les personnes de Madame Aline Josse, chargée de l'organisation et de l'administration générale des services, Madame Michèle Martinez, adjointe à la chargée d'organisation générale des services et comptable de la collectivité, et Monsieur Maxence Comte, chargé de mission en urbanisme et en aménagement. Je vous remercie à tous les trois d'avoir été volontaires pour participer à cette réunion ce soir, et je félicite d'autant plus Madame Aline Josse pour l'obtention de son poste d'attaché territorial, puisque nous avons la chance à Moredon d'avoir l'une des trois personnes qui a réussi le concours dans le département. Donc 3 pour les collectivités territoriales communes et 4 pour les agglomérations. Donc je félicite Madame Josse pour l'obtention de ce poste d'attaché territorial. Je vous propose de désigner la secrétaire de séance en la personne d'Isabelle Bastier. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité, je vous remercie. Je souhaiterais ajouter à l'ordre du jour un point qui m'a été soumis par ma première adjointe en charge des finances. Elle concerne l'attribution d'une subvention exceptionnelle à une association en cours d'exercice 2021. Donc je vous soumettrai à la fin cette délibération et je souhaite bien évidemment que vous puissiez l'examiner. On reprend le cours normal avec les affaires juridiques, les comptes rendus des décisions du maire. Vous le savez, en application des articles L 21-22-23 du Code général des collectivités territoriales, en début de mandat, vous m'avez donné pouvoir d'exercer un certain nombre de missions et notamment des demandes de subventions. Alors, je vais vous indiquer au titre de ces délégations que vous m'avez données les deux demandes de subvention. La demande de subvention, hein, donc elle concerne donc la maison médicale auprès de la DETR et de la Conseil départemental 11. Alors, de quoi s'agit-il? Vous le savez, la salle communément appelée salle extension a vocation à accueillir une maison médicale pluridisciplinaire et nous avons fait chiffrer le montant des travaux de cet aménagement interne. Ces travaux, d'après l'architecte qui a soumis le projet, s'élèvent à un montant de 69 388 € et 7 centimes. Et donc, nous avons fait une demande, j'ai fait au nom du Conseil, les demandes de subvention auprès de la DETR, c'est la dotation des équipements pour les territoires ruraux, et auprès du Conseil départemental. Donc, les montants maximums qui peuvent être attribués sont de 40% pour chacun des deux financeurs, ce qui veut dire 27 755 € et 40 centimes au titre de cette DETR et 27 755 € et 40 centimes au titre du département. Le reste à charge pour la commune dans ce plan de financement serait donc de 13 877 € et 27 centimes. Voilà. Sachant que ce bâtiment donc, va être désormais loué à des professionnels de santé, les médecins bien évidemment, les infirmières qui déménageront et viendront les rejoindre, ainsi que des corps de métier liés au médical, des professionnels de santé qui pourront venir tout au long de la semaine nous servir au cœur du village. Voilà. Donc cette demande a été déposée avant le 31 octobre, comme la loi le prévoit, pour l'année 2022, et nous attendons donc les subventions, les résultats de nos demandes afin de pouvoir lancer les travaux. Voilà, donc sur ce point, il n'y a pas de questions, il y a un vote.
Il y a un vote. Il y a un vote. Donc, tac, votons. Qui est contre cette demande? Qui s'abstient? Donc, ces demandes de subvention ont été approuvées à l'unanimité. Je vous remercie. Le deuxième point à l'ordre du jour concerne l'approbation du procès-verbal du précédent conseil municipal du 28 septembre 2021. Vous l'avez reçu avec votre convocation. Avez-vous des questions? Pas de questions. Je vous propose de procéder au vote. Qui est contre ce PV? Qui s'abstient? Il est approuvé à l'unanimité. Merci. Le troisième point à l'ordre du jour, c'est notre point principal qui concerne le projet d'aménagement du REC du Veyrette par le SMDA. Je vais vous donner lecture d'une motion que je vous propose d'approuver ce soir. En date du 24 novembre 2020, le syndicat mixte du Delta de l'Aude, le SMDA, et le syndicat mixte des milieux aquatiques et rivières, le SMAR, ont présenté ici même aux élus un projet d'aménagement du REC du Veyrette. Il consistait en l'élargissement du couloir endigué du REC du Veyrette dans la zone urbanisée de l'espace de liberté à Narbonne, un ouvrage écrêteur à Montredon-des-Corbières à La Plaine, un ouvrage écrêteur sur le secteur de Bagatelle sur le territoire de Narbonne et l'optimisation de l'ouvrage de Cap-de-Plat sur le territoire de Narbonne. 2 réunions publiques ont été organisées. L'une, le 6 juillet 2021, au Parc des Expositions à Narbonne, à l'initiative du SMDA, et une autre réunion, le 29 septembre 2021, à la salle polyvalente de Montredon-des-Corbières, organisée cette fois-ci par la municipalité. À l'issue de ces 2 réunions, qui ont été suivies par un grand nombre de participants, le conseil municipal a décidé d'organiser une consultation citoyenne le 17 octobre 2021 à Montredon. Considérant qu'à la question « Quel est votre avis sur l'aménagement du REC du Veyrette à Montredon-des-Corbières selon le projet soutenu par le SMDA », le verdict populaire a été clair avec un vote défavorable de la consultation citoyenne. Je vous rappelle les chiffres. Inscrits 1121 personnes, votant 413, nul 1, blanc 4, exprimé 408, contre 376, soit 92,4%, pour 32, soit 7,6%. Considérant le coût exorbitant du projet actuel du SMDA, qui atteint 30 millions d'euros, alors qu'il concerne l'un des bassins versants du département, le plus petit, uniquement 40 km². Il est grevé par le coût du bassin écrêteur de Montredon-des-Corbières, qui est l'ouvrage le plus dispendieux sur ces 30 millions d'euros. Considérant qu'il n'a pas été établi formellement, qu'il n'existait aucune alternative à cette réalisation, qu'au contraire, l'association Rubrésus a présenté une démonstration de l'inutilité hydraulique du bassin écrêteur de Montredon-des-Corbières qui ne retiendra ou retiendrait qu'une faible part, 12%, du flux d'un aléa centenal du bassin versant concerné et a fait l'analyse des avantages d'alternatives de dispositifs de rétention, ouvrage écrêteur à Haussière, ballon des Gourgues, Bagatelle, extension de Cap-de-Plat, étang de Montredon, REC Clotte-Maire, qui offre une capacité d'environ 5 millions de mètres cubes et compense très avantageusement la capacité du bassin écrêteur de Montredon-des-Corbières, uniquement 1,5 million de mètres cubes. Considérant aussi les atteintes environnementales majeures que le bassin écrêteur de Montredon-des-Corbières pleine provoquera par l'édification de la digue, une hauteur de 17 mètres, une longueur de 240 mètres, une largeur de 100 mètres, soit quelques 150 à 200 000 mètres cubes de matériaux. Considérant que ce projet provoquera la reconstruction de la route des Corbières,
départementale 613 à flanc de colline à creuser et de Combes à remblayer sur environ 2 km, qui aggravera de manière notable les risques d'incendie sur la zone par le flux intensif de véhicules qui transiteront dans une zone de garrigue déjà plusieurs fois impactée par les incendies. Considérant l'impact paysager avec la défiguration de notre porte des Corbières, ainsi que l'impact sur le patrimoine. Les sites inscrits du château du Castellas et des Montjoy, dont les procédures de classement sont en cours. Considérant aussi les impacts écologiques de l'implantation de ce bassin écrêteur, qui concerne la zone protégée Natura 2000, de la grotte de la Ratapenade en surplomb de la vallée, un sanctuaire de biodiversité et d'habitat de plusieurs espèces protégées de chauves-souris. Cette grotte a fait d'ailleurs l'objet d'un arrêté ministériel de protection en date du 26 décembre 2008. Considérant que le SMDA et le SMAR ne proposent aucune alternative au projet choisi sans concertation, qu'il n'est pas à ce jour présenté et envisagé les autres solutions qui pourraient être moins impactantes en termes de coûts, d'environnement et d'écologie. Considérant enfin que la consultation citoyenne est un outil majeur de la démocratie participative et qu'elle était d'ailleurs inscrite dans notre programme lors de l'élection de mars 2020, il est donc primordial pour la municipalité de respecter le vote des citoyens. À ce titre, les réactions du SNDA à l'issue de cette consultation nous questionnent sur le respect de l'opinion populaire de la part des membres du SNDA. En conséquence, le conseil municipal de la commune de Moredon-des-Corbières, si vous le décidez ce soir, décidera de la signature de cette motion refusant le projet actuel d'aménagement du Rec du Veyrette concernant la construction d'un bassin écrêteur situé à Moredon-des-Corbières. Voilà, j'en ai terminé de ma présentation. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Je vous demande d'approuver cette motion contre le projet. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc approuvé à l'unanimité des 15 membres du conseil municipal. Et je vous remercie toutes et tous pour ce vote, qui sera dès demain matin 9h soumis au conseil syndical du SNDA auquel je participe avec M. Jean-François Sille, qui est mon suppléant, pour voter contre demain auprès du syndicat du SNDA ce projet d'aménagement. Merci. Le point suivant concerne des finances. Il s'agit d'une modification, d'une décision de modification. De quoi s'agit-il? Lorsqu'un budget est établi, on ne doit inscrire en recettes que des recettes qui sont sûres et non pas des recettes hypothétiques. Donc en début d'année, lorsqu'on fait un mandat, lorsqu'on fait un budget, pardon, on estime que nous allons avoir des recettes, mais en termes de cession immobilière, on ne peut inscrire une recette que dès lors que la vente a été réalisée. Sinon, le budget n'est pas réel et sincère. Ce sont deux obligations qui ont fait défaut en 2019 dans le budget. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais aujourd'hui, si on fait une décision modificative, c'est pour valider en conseil la vente qui a été réalisée, qui a été approuvée par le conseil municipal. Il s'agit de la parcelle AZ91, il s'agit, vous le voyez avec la grue qui s'est édifiée, de la vente de ce terrain pour la résidence d'autonomie. Il s'agit donc d'une recette de 154 338 €. Et donc désormais, cette recette ayant été actée, il faut faire une modification dans notre budget. Donc à la ligne investissement en recettes, R024, produit des cessions, augmentation sur crédit ouvert, je
je vous demande d'approuver l'augmentation donc de 154 338 en recette. Il ne s'agit pas d'une dépense, il s'agit d'une recette. Et de la même manière, je vous demande de régulariser des dépenses à hauteur de 15 000 € sur du personnel non titulaire au niveau des agents communaux, et pour équilibrer ces nouvelles dépenses de 15 000, de les retrancher de la section fonctionnement en matière de voirie. Il s'agit de l'article 615-231 en matière de voirie, donc diminuer de 15 000 € le montant pour l'allouer à la section 6413 personnel non titulaire. J'espère que mes explications auront été convaincantes, moi qui ne suis pas comptable. Est-ce qu'il y a des questions? En fait, c'est une embauche de personnel contractuel ou c'est la prolongation d'un contrat? C'est l'idée? Alors, en fait, ça correspond à plusieurs personnels non titulaires. Oui, puis on a dû faire face, si vous me le permettez, monsieur le maire, on a surtout dû faire face également à de nombreux arrêts de travail qu'il a fallu compenser en termes de personnel, notamment aux écoles, par exemple, où on ne peut pas, parce qu'il y a des lois là-dessus, il y a des textes qui imposent aux communes un nombre certain de personnel de la collectivité par rapport au nombre d'enfants. Et face aux arrêts de travail, on a dû compenser par le recours à des employés à temps partiel. Voilà. Surtout. Il n'y a pas d'assurance pour ça. Ah, mais oui, les assurances compensent une partie, mais pas tout. Heureusement. Voilà. On procède au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération suivante concerne la redevance spéciale de gestion des déchets. Vous le savez, c'est une compétence du Grand Narbonne et le Grand Narbonne facture à la commune de Montredon les déchets qu'elle produit, elle, ainsi que tous ses services et structures qui dépendent de sa compétence. L'école, les structures sportives et associatives. Ces déchets ménagers sont les déchets donc générés par les opérations de propreté, les balayages, les apports directs de la collectivité en déchetterie. Donc chaque fois qu'un camion de la commune amène des déchets à la déchetterie ou les déchets générés par nos services, mairie, école, c'est l'équivalent de la taxe d'ordures ménagères pour un particulier. Là, il s'agit d'une redevance que la commune doit payer au Grand Narbonne. Pour l'année 2020, elle s'élève à 1 536,88 €. Donc, j'ai même, M. Martinez, lorsqu'on s'est rencontrés vendredi, vous m'aviez posé un certain nombre de questions en préparant ce conseil. Et nous avons donc obtenu aujourd'hui même le tableau, je viens de vous le soumettre. Vous avez le détail. Non, mais vous l'avez. Hein. Ah, moi, je l'ai aussi. Mais il est là, voilà. Donc, le tableau donc, qui justifie exactement, donc c'est 51,48 mètres cubes à 0,075 €. Voilà, donc tout est détaillé au niveau de la densité. C'est très précis, on a le carton, le bois, voilà, donc tout est dans ce tableau. Et ça correspond à 1 536,88 €, ce qui est une baisse par rapport à l'année précédente. Le montant était supérieur. Oui, de beaucoup. Une baisse de près de 1 000 €. 1 000 € de moins. Voilà. En fait, cette convention s'établit annuellement, si je comprends bien. C'est ça. On est d'accord. Oui. Voilà. Par contre, il n'y a aucun contrôle au niveau de la déchetterie sur les apports, sur la source des apports. C'est-à-dire, est-ce que ce sont que des membres donnés qui amènent à la déchetterie, ou est-ce que quand les autres déchetteries sont fermées, les gens peuvent amener? Parce que ça rentre... Ce sont nos déchets de la commune. C'est le camion de la mairie. Quand on fait l'enlèvement, c'est que nous. Ça, c'est pas les administrés. C'est le camion de la mairie, lorsqu'on fait le ramassage le premier mercredi du mois, et quand nous, on taille des arbres, qu'on les amène là. Voilà. Hein? Donc, en fait, c'est pour ça que je dis c'est comme une taxe d'ordures ménagères pour un particulier, mais ça, c'est ce que nous produisons en tant que mairie, école, salle des fêtes, comme déchets auprès du Grand Narbonne. Pas d'autres questions? Procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie.
Pour les 2 points suivants, je vais passer la parole à M. Jean-François Cid, adjoint à l'urbanisme. Merci, Monsieur le maire. Ces régularisations concernent les autorisations d'urbanisme. Concernant les ravalements de façade, suite au décret 2014-253 du 27 février 2014, portant sur les aménagements du régime d'autorisation d'urbanisme, les ravalements de façade ne sont plus soumis à déclaration préalable, sauf pour certains travaux réalisés dans le périmètre d'un secteur sauvegardé ou inscrit. Toutefois, l'article R421-17-1 du Code de l'urbanisme conserve la possibilité aux communes de décider de soumettre par délibération ces travaux de ravalement à l'autorisation par le dépôt d'une déclaration préalable en mairie. Cette obligation aura pour but de contrôler le respect des dispositions du plan local d'urbanisme et de prévenir toute infraction possible en la matière. Je vous demande de bien vouloir accepter cette délibération. Merci. Des précisions, donc vous l'avez compris, il s'agit pour nos services instructeurs d'aider, de conseiller les administrés sur le bon usage des teintes de façade, ce qui éviterait d'avoir une boîte de nuit verte à l'entrée du village, par exemple, et donc de se dire, voilà, on ne peut pas tout faire en termes d'urbanisme pour ce qui est de la partie visible de la rue. Hein. Donc c'est pour ça que c'est important. En plus, cela vient aussi conforter le travail qui est fait sur un périmètre privilégié avec l'aide façade du Grand Narbonne, pour lequel on proposera au conseil municipal de décembre une aide supplémentaire de la commune qui viendra s'ajouter à celle du Grand Narbonne pour aider les administrés qui le souhaitent sur un secteur particulier à rénover la façade avec des montants qui pourront aller jusqu'à 72%. Donc, pour ce qui concerne cette obligation de déposer une EDP, j'y suis favorable. Monsieur Martinez, une question? On est sur le centre-bourg. L'action façade, oui. La demande, elle concerne tout le village. Voilà. Tout à fait. Ça veut dire qu'à compter de maintenant, toute demande de rénovation de façade doit être d'abord instruite avec un délai de mois au niveau des services, et ce qui peut s'étendre donc jusqu'à l'entrée du village. Voilà. Pas d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité, je vous remercie. Et le point suivant, à nouveau présenté par M. Jean-François Cid. Donc oui, ça concerne l'édification des clôtures. Suite au décret 2007-18 du 5 janvier 2007, relatif au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, l'édification de clôture n'est plus soumise à déclaration préalable, sauf pour certains travaux réalisés dans le périmètre d'un secteur sauvegardé ou inscrit. Toutefois, l'article R421-12 du Code de l'urbanisme conserve la possibilité aux communes de décider de soumettre par délibération ces travaux d'édification de clôture à autorisation par le dépôt d'une déclaration préalable en mairie. Cette obligation aura pour but de contrôler le respect des dispositions du plan local d'urbanisme et de prévenir toute infraction possible en la matière. Les 2 points sont reliés. Je vous demande donc de bien vouloir accepter cette délibération. C'est la même chose. La façade et la clôture, c'est lié. C'est la première chose qu'on voit quand on arrive dans une maison. Et c'est vrai qu'il s'agit de faire bien respecter la hauteur d'un mètre en dur, le mètre supplémentaire en grillage ou en bardage, et donc de demander aux administrés de faire une demande préalable pour pouvoir les renseigner et pour pouvoir éviter de devoir ensuite, lorsqu'on découvre que quelqu'un est en train de tronçonner sa clôture pour faire un portillon sans autorisation, d'arriver avec la police municipale et d'arrêter le chantier. Il vaut mieux au préalable se renseigner auprès des services que d'avoir à subir l'arrivée de la police pour arrêter le chantier avec l'entreprise qui commence à travailler. Voilà, donc c'est ça l'objectif, c'est d'aider les administrés et aussi quand même de s'assurer qu'il y a un certain nombre de règles qui sont inscrites dans le PLU qui soient respectées. Voilà. Avez-vous des questions? Pas de questions? On procède au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et je tiens à remercier Jean-François Cid et M. Maxence Comte qui a aidé à la préparation de ces 2 délibérations. Voilà. Nous avons ensuite la demande préalable d'ajout de délibération.
Elle concerne donc Madame Lise Fournier, à qui je passe la parole. Merci Monsieur le maire. Donc je soumets au vote du conseil municipal une demande de subvention exceptionnelle pour une association mauredonnaise, l'association Les Bouléganes, subvention à hauteur de 800 €. En effet, cette association a réalisé des investissements en matériel en 2021 de façon à faire des animations sur la commune. Animations qui étaient importantes, dont une malheureusement qui a dû être annulée en raison des conditions sanitaires que nous connaissons tous. Donc les investissements qu'ils ont réalisés étaient importants. Donc je vous remercie de bien vouloir accorder cette subvention à l'association et je répondrai à toutes les questions. Est-ce qu'il y a des questions? On peut savoir la nature de l'association? Alors l'association Les Bouléganes, que beaucoup d'entre nous connaissent, donc c'est une association implantée à Mauredon depuis 2019, qui fait donc de nombreuses animations, notamment le salon du Petit Rétro. C'est cette animation que je veux vous parler, qui a été annulée cette année en raison des conditions sanitaires. Voilà. Que dire de plus sur Les Bouléganes? Ça répond à votre question? Voilà. D'autres questions? Procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. On indique le montant? 800 €. Très bien. Je vous remercie. Voilà, donc ça c'est terminé. Il y a encore des informations municipales à vous donner. Comme vous l'avez sans doute reçu dans votre boîte aux lettres, la fête du village arrive. D'ailleurs, je remercie Anne-Sophie Roussy pour la préparation de cette plaquette, ainsi que le diaporama qui est diffusé dans mon dos, que je n'ai pas le plaisir de voir, mais j'imagine qu'il est très bien, parce que tout le monde a les yeux rivés sur l'écran. Je vais prévoir un rétroviseur bientôt. C'est la fête du village, c'est la Saint-Martin. Donc, vous avez un programme qui a été établi, qui comprend tout d'abord les festivités du 11 novembre. Alors, on a la chance, sauf si on nous annonce autre chose ce soir à 20h, mais bon, on a la chance pour l'instant de savoir que le défilé est autorisé. Donc, on revient à nos habitudes séculaires. On partira donc de la mairie à 11h pour rejoindre le poilu à 11h30 pour le dépôt des gerbes. Je dis les gerbes parce que monsieur le sénateur Sébastien Plat nous fait l'amitié, après être venu discuter avec les viticulteurs à la cave, il nous fait l'amitié de nous honorer de sa présence pour ce 11 novembre. Donc j'aurai l'occasion de le remercier, je le remercie déjà devant vous. Et il déposera bien sûr la gerbe qu'il apportera et celle du conseil municipal avec les anciens combattants. Les élèves de l'école du Castellas sont mobilisés puisqu'ils chanteront, 4 classes chanteront donc aux âmes citoyens et cela sera suivi par un apéritif républicain, si le temps le permet, à l'extérieur sur la place des 80, sinon on sera hébergé à l'intérieur. Et puis je vous rappelle le repas des anciens combattants qui est ouvert à tous, hein, je le rappelle, hein, vous avez reçu l'information. Ensuite, tout au long du week-end, il y a des animations qui sont détaillées dans le magazine, la petite plaquette que vous avez reçue. Donc, mesdames et messieurs les élus, je compte sur vous pour être présents à ce défilé du 11 novembre. Vous le savez, c'est très important d'avoir ce devoir de mémoire en tête. Et ensuite, tout au long du week-end, je vous invite à participer à ces animations. Vous avez les joyeux fêtards qui font des animations, vous avez la fête foraine, vous avez un petit concert des mélomanes. Voilà. Voilà pour les informations que je voulais vous distiller ce soir. J'ai rien oublié, tant mieux. Donc, comme ça, on va pouvoir écourter notre présence ici. Le prochain conseil municipal aura lieu en décembre, car le Grand Narbonne réunit son conseil communautaire le 9 décembre, et à l'issue de ce conseil communautaire, nous aurons à délibérer sur un certain nombre de décisions, notamment, je vous l'ai dit, l'aide que la commune va apporter en plus, si vous le décidez, du Grand Narbonne pour la rénovation des façades, ainsi que d'autres sujets. Voilà. Merci à tous d'être venus ce soir, et donc l'ordre du jour étant clos, je vous remercie.